Salut, on a terminé la journée. Alors, la journée s'est vraiment bien passée. Bon, j'ai pas tout fait, j'ai pas pu faire comme d'hab, hein. Je m'en mets trop dans la banette par rapport à ce que j'avais prévu de faire dans la journée. Néanmoins, euh, on arrive à quelque chose qui fait le taf. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vais vous expliquer. Euh, Grosso modo, donc on a fait un peu de live Twitch. Euh, c'était sympa. Il n'y a pas eu grand monde aujourd'hui, mais plutôt dans la matinée. Dans la matinée, on a eu un peu de monde. On a eu même un petit raid de la part d'une communauté de développeurs et des personnes qui sont intéressées sur les technologies GCP et même plus largement sur le monde de l'IT, quoi. Donc il y a des personnes dans les communautés de développeurs qui voient ce que je fais et qui organisent des raids pour venir voir ce que je fais. C'est assez sympa. Ça fait plaisir. Euh, et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait le petit point du matin, tranquille, et on avait prévu de faire à la fois terminer toute la phase de persistance pour nos deux adapteurs qui ont besoin d'une base de persistance, en fait. Et j'ai choisi comme technologie GCP Datastore, Google Cloud Platform Datastore, qui est une espèce de base clé-valeur ou quelque chose comme ça, enfin une base document. Je n'ai pas encore regardé toute la documentation, mais ça a l'air de faire le café, puis on a bien avancé là-dessus. Et je voulais à terme m'assurer d'avoir bien validé tous mes tests d'acceptation, donc mes tests ATDD, ma business logic, et mes tests d'intégration en utilisant bien entendu les, les, les appels vers GCP. Et puis on devait faire une revue d'une pull request qu'un contributeur, donc qu'un viewer en fait des communautés de développeurs dont je fais partie m'a proposé de travailler un petit peu sur le projet et de me proposer des changements. Et là, sa pull request, elle était liée enfin, elle est focus sur l'outillage. Donc pour ceux qui connaissent les linters, grosso modo, pour bien formater le code, pour respecter les normes de formatage de code, en fait. Donc ça n'a pas été fait. Grosso modo, on est entre les deux là, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a bien avancé, mais on n'a pas terminé notre premier adapteur qui a besoin de la persistance sur Google Cloud Platform, pardon. Et enfin, on l'a quasiment terminé, donc il y a les TI qui ne passent pas encore jusqu'au bout. Mais par contre, les tests d'acceptation et les TI, normalement, ils fonctionnent. Donc là, au niveau des TI, euh, pour comprendre l'architecture, j'exécute du code client qui va faire des appels REST qui vont utiliser donc un REST adapteur pour appeler directement. En fait, il y a pas de logique entre les deux. Il y a des API qui exposent un adapteur GCP. C'est comme si en fait j'étirais l'adapteur côté client pour aller au niveau du serveur pour faire les appels vers GCP. Il y a pas de business logique entre les deux. Il y en aura sûrement un jour, mais pour le moment, il n'y en a pas. Et donc, grosso modo, quand j'exécute mes tests d'intégration, déjà, j'ai mis un before au niveau de mes tests d'intégration pour wiper la base de données si jamais il y avait de la donnée dedans pour repartir à zéro. En tout cas, virer les records que j'utilise dans le cadre des tests. Je fais pas un wipe complet, je défonce les records que je connais, parce que je connais les ID, en fait, je connais le nom des clés dans le cadre de mes tests d'intégration. Et on en est là, c'est-à-dire qu'en fait, on a pour le même adapteur, on a le premier en fake pur côté client, en fait. Ensuite, on a le rest fake. Le rest fake, en fait, c'est côté client, on a un rest adapteur qui fait des appels sur le code serveur. Donc là, notre serveur, il est en train de tourner à côté, là. Et quand on tape l'API rest fake, grosso modo, côté serveur, on utilise l'adapteur fake qu'on avait côté client. Donc c'est comme si l'adapteur fake, en fait, il était étiré et qu'entre les deux, on avait mis du rest, grosso modo, pour déplacer la logique. Donc pareil, au niveau du reste, là, vu que le serveur il reste lancé, les données en mémoire sont tout le temps disponibles. Donc en fait, en début d'exécution du test d'intégration, on exécute un reset
du rest fake adapteur en fait côté serveur pour wiper la donnée qui a été stockée. Ce qui fait qu'on peut relancer à chaque fois. Là, à chaque fois quand je relance mes tests d'intégration, je me retrouve dans l'état initial à mes scénarios de test, en fait. Donc ça, c'est OK. Ça fait le café. Et ensuite, ce que j'ai fait pour pouvoir faire le reste GCP adapteur, grosso modo, hein, j'ai repris le même pattern côté client, sauf que à la différence près que je lui demande de taper sur une route légèrement différente côté serveur. Et donc, côté serveur, en fait, il y a un route API préfixe que je mets en place côté serveur. Je vous montre, hein, si vous voulez, pour ceux qui veulent voir un peu comment je fais. Il y a sûrement moyen d'améliorer le bignou. Hein. Grosso modo, on a un API préfixe au niveau des différentes routes, puisque après, derrière, on utilise les mêmes méthodes. Et en fonction de l'API préfixe, l'API préfixe, en fait, c'est un param au niveau d'Express. Et donc, après, je peux faire un request param API préfixe pour savoir sur quelle route on veut taper. Et il y a 2 routes qui sont supportées. On a une route de type fake et une route de type API, qui sera l'API de prod hein, à terme. Mais grosso modo, le fake va taper sur un fake Bangerang Member Interactor et l'API va taper sur un adapteur de type GCP Datastore Bangerang Member Interactor. Voilà, pour grossir le trait. Et donc, dans les 2 cas, on exécute les méthodes de l'adapteur qu'on veut valider d'un point de vue intégration. Et donc, au niveau du GCP Datastore Member Interactor, on a passé un peu de temps en fait à comprendre que ce qui est indiqué dans la documentation de GCP Datastore, donc la documentation officielle hein, que vous pouvez trouver sur le site des API Google, en fait, il y a beaucoup plus de pour créer l'authentification, pour créer l'instance de Datastore qui permet de se connecter chez Google. Il y a plein d'autres moyens autres que le fichier pour s'authentifier. Et c'est con parce que tout est présent dans le code au niveau des interfaces, mais c'est pas présent dans la doc officielle. Donc c'est les choupis, franchement, Google, c'est pas sérieux. Donc en grattant dans le code, par curiosité, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres moyens de renseigner donc les credentials, grosso modo, les conditions pour accéder au projet avec un identifiant. Et en fait, j'ai créé un compte et donc j'ai récupéré son JSON hein, qui se trouve... je peux vous le montrer. Hein, je peux vous montrer le compte. De toute façon, le compte, après, je le désactive. Hein, tant que je ne l'utilise pas, je le désactive. Comme ça, vous ne pouvez pas me piquer la base de données. Enfin, vous ne pouvez pas m'amuser à me bombarder de données la base de données. Vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème sur ça. Puis je recrée un compte après. Enfin, bref, on fait du dev, quoi. Grosso modo, Google me fournit ce genre d'identifiant. Avec mon identifiant projet, mon compte client, le compte de service, en fait, le compte de service lié à mon projet, et une clé privée. Et grosso modo, en fait, par défaut, dans la documentation, ils indiquent qu'il faut stocker le fichier JSON au niveau du serveur pour que le Datastore, en fait, l'instance de Datastore puisse utiliser au niveau de ses options le chargement du fichier à l'endroit prévu. Mais ce qu'on apprend en creusant un chouïa, c'est qu'en fait, on peut fournir directement les clients email et la private key directement dans Credentials, ici. Et donc là, j'ai copié-collé à partir de mon fichier mes private keys et tout le merdier, là. Ce qui fait qu'à la fin, quand on teste, ça marche. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis au niveau de GCP, au niveau de la fonctionnalité du service Datastore, grosso modo. Et quand je veux me balader dans les entités, là, j'ai des entités qui ont été créées. En fait, j'ai mes entités avec les propriétés que je veux pour chaque entité. Et donc, ça fait le café. Il n'y a même pas besoin d'avoir son fichier JSON qui traîne dans un coin. Ce qui fait que ça, bon là, pour le moment, dans le code, c'est en dur parce que on est en dev, on fait du flan. Mais demain, je mets ça dans une clé, dans un secret GitHub, GitLab, un Vault, tout ce qui permet de gérer des secrets. Et je mets ça en param pour donner ça à Vercel quand je vais déployer mon code back-end chez Vercel en serverless. Et comme ça, lui, il va charger ça parmi... je vais m'arranger pour que GitHub ou Vercel, je vais voir où est-ce que je peux chercher la config, puisse récupérer la variable secrète
affecter ça au code quand on va le lancer. C'est génial. Le truc, c'est que je me suis fait chier à faire des appels API, à faire du back-end avec du REST et tout ça, alors qu'en fait, j'aurais pu rester au niveau du client. C'est-à-dire que si je m'autorisais au début à faire tous les appels vers la base de données en utilisant les creds que je fournis au client, au code front, j'aurais même plus besoin de back-end. C'est-à-dire que j'ai juste besoin du back-end quand je fais le SSR, quand je veux charger le JavaScript client. Et après, j'ai tout côté client pour faire tout ce que je veux avec la base de données. Donc, forcément, c'est pas sécure au début, mais au début, on s'en branle. Au niveau de la prod, on s'en branle. On est en phase de démo. La sécurité, on verra après. Si tu veux, ça va venir au fur et à mesure des feedbacks. Déjà, pour que quelqu'un puisse accéder à la clé dans le code client, le mec, il doit déjà scanner ce qui se passe dans son code client en mémoire dans un navigateur. Donc déjà, tu retires 99% des mecs qui ont pas la capacité technique, tout le background technique pour pouvoir lire ce qui se passe en mémoire dans un navigateur web. Ah. Déjà, on se retire, c'est pas Jean Técos, le dimanche matin qui peut arriver à faire ça. Et j'ai tout le respect pour lui. J'ai tout le respect pour Jean Técos. Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que voilà, pour une démo à l'étape de développement de Bangerang, ce genre de truc, ça aurait entièrement fait le café. Et en plus, ça scale à mort puisqu'on n'a même pas besoin de code back-end pour taper dans l'API. Bref. Hein, non, c'est un enfer. C'est un enfer parce que ils auraient indiqué ça dans la documentation Google. Et bon, on serait parti direct, on aurait gagné du temps. Là, j'ai perdu une journée. J'ai perdu une journée avec cette merde. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tout ça parce que les mecs, ils ont la flemme de remettre la documentation d'équerre par rapport à ce qu'ils ont mis dans leur code. C'est vraiment dommage. Alors qu'il y a toutes les interfaces, il y a TypeScript, il y a tout le merdier. Il suffit juste de gratter dans Datastore Options. On voit qu'on peut avoir du Google Auth Option, et donc dans Google Auth Option, on a des credentials, et donc on a un credential body, et donc dans le credential body, il faut juste un client email et une private key. Merci TypeScript de m'aider pour le typage, mais putain, la documentation officielle, les mecs, vous êtes 40 000, vous touchez des milliards, les choupis. Hein? On se sort les doigts et on fait de la documentation. S'il vous plaît. Merci. Et je vous adore. Je vous adore. Vous faites des beaux produits. Les GAFAM, on vous aime pour vos produits. Vous faites des beaux produits. Mais justement, vous avez de la moula à mort. Investissez un chouïa dans la documentation, s'il vous plaît, les choupis. Sinon, donc, pour revenir, après le coup de gueule, pour revenir sur l'adapteur. Donc, on n'est pas allé encore jusqu'au bout. Hein. Il y a certaines méthodes en fait qui sont pas encore implémentées. Il y a de la refacto à faire dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, voilà, le isSigned-in, il n'est pas implémenté. Le SafeCred, en fait, il reste plus que le isSigned-in normalement, qui permet de faire le café. Et il y a le sign-in aussi. Il y a le sign-in qui est nécessaire pour que ça se fasse bien. Donc voilà, il y a je sais pas où je voulais revenir. Mais grosso modo, voilà, il y a des tests qui avancent. Il faut juste qu'on avance dans nos tests pour vérifier ce qui se passe. Et après, une fois que c'est terminé, cet aspect-là, il y a un aspect qui m'embête par rapport à cet adapteur, c'est le sign-in, justement. C'est que j'ai une réflexion sur l'authentification. Je suis pas sûr que le use case il soit vraiment carré, mais grosso modo, quand on fait un sign-in, j'aurais bien voulu que ça me mette comme un espèce de token temporaire, quelque chose d'éphémère qui va disparaître au bout de 5 minutes et qui, grosso modo, quand on revient sur l'application, qu'on puisse se réauthentifier à nouveau. Enfin, j'ai déjà posé des questions au niveau des communautés de développeurs dont je fais partie pour faire grosso modo de la connexion ou de l'authentification en clean architecture. Et pour le moment, le retour que j'ai reçu de la part des personnes qui m'ont répondu, c'est qu'il faut traiter ça en dehors du domaine. Ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien avoir cet aspect-là dans la clean architecture, sauf que
Le pattern ou la business logique d'une authentification, j'ai un peu du mal avec ça. Comment gérer les tokens, comment gérer l'expiration du fait qu'on est connecté ou pas, comment bien se déloguer proprement au niveau client quand on veut fermer. Donc il y a peut-être des événements côté client qu'il faut qu'on enclenche pour dire que voilà, quand je ferme l'application, bah, je pars, donc au revoir, je me déconnecte. Voilà. Donc il doit peut-être me manquer un use case ou un truc comme ça qui permet de soit de gérer l'expiration du fait qu'on est connecté, soit de gérer pas que l'expiration, mais le fait de partir, en fait, le fait de se déconnecter. Donc ça, on va le traiter. On va s'en occuper. Je reviens sur le devlog, là. Hop. Et pour autant, là, on n'a fait qu'un seul des deux adapteurs. Enfin, on est en train de faire qu'un seul des deux adapteurs. Il reste encore un adapteur complet à faire. Et l'autre adapteur va être un chouïa plus compliqué parce qu'on va avoir une petite requête à faire. Donc, il faut juste qu'on regarde la documentation de Google Data Store pour faire la bonne requête. Et entre autres, l'interacteur qu'on a besoin de développer, là, qu'on n'a pas fait. Là, on est en train de faire le member interactor. Hein, donc, grosso modo, il faut qu'on fasse ça pour GCP. Et on est en train de le faire et on est quasiment au bout. Et par contre, il y a tout cet interacteur-là qu'il faut faire aussi. Et grosso modo, lui, c'est le claim interactor. C'est ce qui permet de stocker. C'est tout le stockage des revendications qui nous permet justement donc de mettre à jour une revendication, de récupérer les revendications par rapport à leurs mots-clés. Enfin, voilà. Il y a tout un ensemble là qu'il va falloir développer. Maintenant qu'on a ce qu'il faut pour faire les appels API, on a tous les patterns pour faire les API, parce que ce matin, il a fallu aussi réparer ça. Avant d'attaquer GCP, il a fallu aussi faire en sorte que les API fonctionnent au niveau du poste, puisque lundi, ça ne marchait pas entièrement, en tout cas. Donc ça, c'est OK. Maintenant, ça marche. Et donc, on peut réutiliser ces patterns pour recréer les routes API qui vont bien, pour bien taper au niveau back-end et utiliser un adapteur GCP pour cet adapteur-ci. Donc, ça va le faire. C'est juste que ça prend quand même du temps à faire. Mais c'est OK. C'est OK. Et en plus, d'un point de vue back-end, alors juste le code back-end, hein, c'est-à-dire que là, les temps d'exécution simulent le fait qu'on fait du front, puis qu'on tape un back-end, et après le back-end tape chez GCP. Le truc, c'est que là, notre front et notre back-end se trouvent sur la même machine. Donc forcément, si on regarde le reste fake adapteur, on a aucune latence, en fait, quasiment. Tant qu'on est en dessous de la milliseconde, en fait, ça gueule pas, en fait, au niveau reste GCP Data Store, en fait. Enfin, au niveau des TI, pardon. Au niveau du framework de test, tant qu'on est en dessous de la milliseconde, on n'a pas l'information de la latence. Sauf que là, maintenant qu'on commence à taper sur des appels GCP, là, actuellement, la configuration GCP, on utilise Europe 3. Europe 3 qui permet d'avoir des SLA à 5.9, je crois. Donc, c'est pas dégueulasse. Et donc, le fait de taper chez GCP nous rajoute de la latence, forcément. Mais par contre, la latence, elle reste correcte, si on veut. Pour taper sur de la base de données qui se trouve, les data centers, là on est en Charente-Maritime, les data centers Europe, on ne sait pas trop lequel c'est, parce que pour avoir les 5.9, en fait, on a une espèce de haute dispo partout en Europe, en fait, au niveau des data centers. Alors que si on aurait choisi une zone data center spécifique, du type Francfort, la Belgique ou je sais pas quoi, on aurait eu 4.9 au lieu des 5.9. Mais moi, ça me va très bien qu'on tape en Europe. On s'en fout. Ça fait le café. Et là, on voit que pour la plupart des requêtes, là, pour le moment, on est en dessous des 100 000. Enfin, on est en dessous des 200 millisecondes, quoi, grosso merdo. Et puis là, je fais plusieurs appels en même temps, en fait, ici, là. Il y a deux ou trois séquences d'appels, en fait, pour valider ce scénario-là, en fait, ce test-ci. Donc, c'est pas les appels unitaires qui font 135 millisecondes. Ils sont plus bas que ça. Donc, c'est cool. Et vu qu'on enregistre les données, on approche un peu que les valeurs. On peut être un peu à peu près, je pense. Tout dépend, il faut qu'on voie au niveau des indexations et tout ça. Mais on peut être assez serein sur le fait que normalement, on devrait avoir une performance à peu près. C'est toute la valeur de Datastore, quoi. On a une performance qui va rester à peu près flat si on rajoute
plein de données dedans. C'est un peu ce que vend Google par rapport à cette base de données. Donc, on verra ce que ça fait. Mais ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Et on pourra même faire des tests d'import massif dans les bases de données et d'essayer de faire de la lecture une fois qu'on a des millions de records sur les bases de données pour voir si ça fait le taf en termes de perf, grosso merdo. Ou mettre en parallèle de nos tests d'intégration, essayer de faire plein d'appels de lecture-écriture là au hasard pendant qu'on lance nos tests d'intégration pour vérifier si la base de données elle encaisse. Tout en sachant qu'il y a quand même un niveau à pas dépasser, c'est qu'on a un free tier. On a un free tier au niveau de Datastore et je crois que c'est... On ne peut pas dépasser les 100 000 entités au total sur le compte. Et il y a un nombre de requêtes limité, je crois, ou un nombre de données en envoi dans le réseau, ou un ensemble des deux. Donc il y a un truc qu'il faut faire, il faut quand même faire un peu gaffe au niveau du pricing pour rester en dessous du free tier tant qu'on n'a pas on va dire un revenu pour le projet qui permet d'assurer ce genre de coût en fait. Donc ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, on est bien. Donc la prochaine fois, on va terminer grosso modo, on refait à peu près les mêmes sessions pour la prochaine fois, là pour le jour 25. On est plutôt pas mal. Le jour 25, ça fait quand? C'est le 5, justement. C'est le 5 avril. Et donc, grosso modo, ouais, on va refaire un stand-up. On refait Twitch. Et on continue la persistance. Et on essaiera de faire la pull request aussi. Et il faudra qu'on fasse une vue d'enregistrement à la session d'après. Enfin, sauf si on va vite le 25. Mais si déjà on arrive à faire tout ça, ça sera super. C'est juste que ça prend plus de temps que ce que je pensais. Mais maintenant qu'on a un peu tous les helpers qui vont bien dans tous les helpers. Tout notre code qui est refacto en l'état, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on veut avec les... Il faut juste qu'on fasse les bonnes requêtes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit résumé. On avance, c'est plutôt pas mal. Il y a encore pas mal de questionnements pour avoir une vraie prod. Ce qui me fait peur, c'est ce scénario de Signin, là où j'ai un petit doute sur le fait que ça le fasse bien. Je changerai peut-être... L'expérience utilisateur sera un peu plus chiante, mais ça sera peut-être... je ferai peut-être il faudra peut-être fournir les creds pour pouvoir valider à chaque revendication, en fait, pour pouvoir dire qu'on puisse revendiquer, être capable de fournir les creds lors de la revendication versus s'authentifier, en fait. Ça pourrait être intéressant de dire, voilà, redonne-nous ton compte et ton mot de passe à chaque fois que tu veux revendiquer. Mais au niveau expérience utilisateur, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Donc ça serait bien que quand on s'authentifie, qu'on ait une espèce de session authentifiée qui dure un certain temps, quitte à faire une demande de rechargement, en fait, de renouvellement pour éviter de se faire expirer. Il y a un truc comme ça, faut que je me renseigne à ça par rapport au pattern. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui veulent m'accompagner sur la business logique de ce pattern d'authentification pour voir comment on peut faire ça bien, je suis preneur. Je suis vraiment preneur. Pour ceux qui ont déjà fait, ça me permettrait de mettre au clair cet aspect-là, puisque le but de cette session d'authentifier, de personnes authentifiées, il ne faut pas que ce soit lié à de la technique. Donc, comment gérer cette session-là de manière fonctionnelle et faire en sorte que ça puisse marcher un peu partout et avec à peu près toutes les technologies pour gérer des sessions de personnes authentifiées à l'instant T, de personnes connectées sur l'application. Voilà. 25 minutes, ça fait un long résumé, mais bon, il s'est passé des choses. C'était cool. Je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine session. Prenez soin de vous. Ciao. Des bisous.